Salut à tous, nous sommes le mercredi 29 octobre 2025 et notre ami Max Blumenthal est avec nous. Bon retour parmi nous, Max. Ravi de te voir, Nima. Comment vas-tu? Veuillez vous abonner, cliquer sur le bouton j'aime et suivre Max sur The Grey Zone. Vous pouvez le suivre sur YouTube et sur son site web, The Grey Zone News. Vous y trouverez beaucoup de contenu, beaucoup d'informations. Alors, Max, laissez-moi commencer par le cas de Charlie Kirk. Je n'en ai pas parlé depuis la dernière fois que nous avons discuté. Allons-nous un jour découvrir ce qui est arrivé à Charlie Kirk? On dirait qu'il disparaît des actualités et seul Candace Owens parle de lui, personne d'autre. Eh bien, il va y avoir un procès pour Tyler Robinson, le tireur présumé. Jusqu'à présent, le juge a interdit tout enregistrement vidéo ou audio des audiences. Il y a maintenant une pétition lancée par des amis et des partisans de Charlie Kirk pour autoriser les enregistrements à l'intérieur du tribunal. Je ne suis pas sûr de ce qu'ils pensent en tirer, mais TPUSA soutient officiellement cette initiative. De plus, un article paru hier dans The New York Times suggérait que ceux qui cherchent à en savoir plus sur l'enquête du FBI, s'il y avait un second tireur, une connexion étrangère, quelque chose de suspect ou un angle différent de la version officielle, devraient être discrédités. La version officielle, bien sûr, est qu'un jeune homme perturbé, irrité par la rhétorique anti-trans de Charlie Kirk, lui a tiré dessus pour des raisons politiques. Cet article portait sur le directeur du contre-espionnage au sein du bureau du directeur du renseignement national. Il s'appelle Joe Kent et travaille directement sous la direction de Tulsi Gabbard. L'article s'inspirait clairement de fuites et de commentaires en arrière-plan provenant du FBI, qui était furieux que Joe Kent ait commencé à se mêler de l'enquête du FBI, manifestement au nom de certains éléments de la Maison-Blanche et du mouvement America First, qui ne font pas confiance à la version officielle, ne font pas confiance à l'enquête du FBI et ne font pas confiance à Kash Patel, lequel a commis de graves erreurs durant les 72 premières heures de l'enquête et a été responsable de diverses déclarations embarrassantes à propos d'avoir vu Charlie Kirk au Valhalla. Ainsi, Joe Kent a été ridiculisé dans cet article, présenté comme un théoricien du complot délirant, simplement parce qu'il tentait d'évaluer l'enquête du FBI depuis un poste civil. Et je pense que c'est ce genre de responsabilité que les personnes ayant soutenu Donald Trump et Charlie Kirk recherchent probablement. Mais cela menace de faire s'effondrer un récit officiel qui a été instrumentalisé par l'administration Trump et le mouvement conservateur au sens large pour éroder davantage la liberté d'expression aux États-Unis, pour retirer leur visa à des personnes ayant fait des commentaires de mauvais goût sur Charlie Kirk, pour emprisonner des gens. Il y a d'ailleurs un homme qui a été incarcéré pour des propos qu'il a tenus en ligne à propos de Charlie Kirk. Et plus largement, pour renforcer l'appareil sécuritaire et mettre en place une sorte d'opération de type COINTELPRO du FBI contre la gauche, sous le faux prétexte que Tyler Robinson en faisait partie. Alors que, s'il était bien le tireur isolé, il était clairement un nihiliste agissant en dehors de tout cadre politique. Oui, Max, il y a une sorte de tourmente aux États-Unis autour de Zohran Mamdani à New York. Il semble qu'il va gagner et devenir le prochain maire de New York. Et il y a beaucoup de haine. Désolé, Nima. Avant que tu ne termines cette question, j'ai oublié. Je voulais faire un point à propos de Charlie Kirk, puis nous pourrons revenir à cette question. Ce que nous devons savoir, c'est ce qui est arrivé au corps de Charlie Kirk. Où se trouve le corps de Charlie Kirk? Et y a-t-il eu une autopsie? Que savons-nous de l'autopsie? Que savons-nous du rapport balistique? Où le corps est-il enterré?
Est-il enterré? Enfin, que se passe-t-il exactement? Parce que c'est bien ce dont nous n'avons rien entendu. Et je pense que ce sont des données que tout le monde mérite, qui pourraient mettre fin à toutes les supposées théories du complot. Je voulais simplement souligner ce point avant de passer à la suite. Ouais, super. Oui, bon point. Et Zohran Mamdani, en parlant de lui, le Parti démocrate a décidé de ne pas le soutenir. Puis, plus tard, lorsqu'ils ont compris qu'il allait gagner, ils ont dit « soutenons-le ». Alors, quelle est la situation avec Zohran Mamdani? Quelle sorte de menace représente-t-il? Parce qu'ils le perçoivent comme une menace. Si on regarde sur X partout, les républicains MAGA le détestent tous. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, lui, qui fait que son message résonne davantage que celui des républicains ou des démocrates? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, Zohran Mamdani incarne une tendance plus large au sein de la politique des grandes villes américaines, en particulier dans une ville comme New York, qui attire des jeunes de tout le pays, désireux de vivre dans un centre culturel et financier, et qui considère la Palestine comme une sorte d'épreuve morale de notre époque. On voit donc émerger une nouvelle classe à travers les grands arrondissements de New York, aux côtés de nombreux New-Yorkais de naissance, qui rejettent la politique sioniste du passé ayant dominé la scène politique new-yorkaise pendant des générations. Je veux dire, on peut regarder tous les maires de New York de mon vivant. Aucun n'a jamais été autorisé à s'écarter de la ligne pro-israélienne, et chacun rivalisait avec les autres pour se montrer plus pro-israélien que le précédent. C'étaient de véritables fanatiques. Et dans la politique new-yorkaise, je pense à quelqu'un que beaucoup de téléspectateurs ne connaissent peut-être pas, Charles Barron, qui a été sénateur de l'État de New York et membre du conseil municipal représentant de nombreux Afro-Américains pauvres de la ville. Il a très bien défendu leurs intérêts alors qu'ils étaient repoussés hors de la ville, exclus par les prix. C'était un anti-impérialiste, un opposant à l'apartheid de l'Afrique du Sud à Israël. Et l'establishment new-yorkais a tout fait pour l'évincer, le détruire et en faire un exemple. New York est aussi la ville la plus juive d'Amérique. Je veux dire, elle compte plus d'habitants juifs que toute autre ville en dehors de Tel Aviv. Ainsi, dans n'importe quelle ville en dehors d'Israël, cela est impensable pour l'establishment politique et financier new-yorkais qu'une personne comme Zohran Mamdani, issue d'une famille universitaire, dont le père était un opposant déclaré au colonialisme et a écrit le livre Good Muslim, Bad Muslim, qui a d'ailleurs contribué à inspirer mon ouvrage The Management of Savagery, sur la manière dont la CIA a soutenu le djihadisme à travers le monde pour affaiblir les adversaires géopolitiques de l'Amérique. Ces vérités interdites ont été transmises à Zohran Mamdani. Et maintenant, il est attaqué de deux manières distinctes, et je vais expliquer pourquoi. Mais oui, il est attaqué de deux manières distinctes. D'abord, simplement parce qu'il est un immigrant musulman. Il s'agit d'une attaque des républicains nationaux qu'Andrew Cuomo amplifie, ce qui, à mon avis, détruit ce qu'il restait de son héritage après toutes les affaires de harcèlement sexuel et de corruption. Andrew Cuomo est désormais d'accord avec des animateurs de radio d'extrême droite pour dire que Zohran Mamdani est un djihadiste, qu'il accueillerait un autre 11 septembre. Et ils font cela parce qu'ils veulent accrocher l'élection municipale de New York au cou du Parti démocrate national comme un albatros, en espérant que ça leur fera perdre des élections dans les circonscriptions suburbaines disputées de l'Ohio et dans les États clés. C'est pourquoi J.D. Vance s'en mêle et se moque de Zohran Mamdani pour avoir évoqué les expériences de membres de sa famille confrontés à l'islamophobie après le 11 septembre. Cela n'a rien à voir avec New York, mais je ne pense pas que cela réussira.
Le Parti démocrate s'est éloigné de Zohran Mamdani pour cette raison, parce qu'il craint de perdre des élections ailleurs s'il le soutient trop ouvertement, puisqu'il incarne une tendance particulière à New York. Ensuite, il y a ses adversaires à New York, qui essayent d'influencer les sondages et de préparer un affrontement, s'il gagne, entre lui et la NYPD, sur une base vraiment étrange. Zohran Mamdani, comme je l'ai dit, comprend beaucoup de choses que nous comprenons à propos d'Israël et de la Palestine, et il a donné plusieurs conférences devant des groupes d'activistes sur la formation du NYPD avec l'armée israélienne, ce que la plupart des New-Yorkais désapprouvent et ne soutiendraient pas s'ils en étaient réellement informés. Mais la presse new-yorkaise en parle à peine, et c'est extrêmement scandaleux. Je veux dire, pendant l'ère Obama, le NYPD a dirigé une soi-disant unité démographique à New York pour espionner spécifiquement les New-Yorkais musulmans. Mais elle a aussi espionné des étudiants musulmans aussi loin que l'université de Yale. Je pense qu'ils ont également espionné des étudiants à Rutgers, en dehors de New York. Selon l'Associated Press, cette unité démographique s'est inspirée des méthodes utilisées par Israël en Cisjordanie occupée. De plus, le NYPD entretient un bureau de liaison à Kfar Saba, en Israël. Ils ont donc toutes sortes de liens avec Israël. Ils s'entraînent avec l'armée israélienne, qui, comme nous le savons, est une armée d'occupation d'apartheid ensanglantée. Personne à New York ne veut de cela. Et maintenant, toutes ces vidéos ressortent comme des recherches d'opposition de dernière minute pour attaquer Zohran Mamdani parce qu'il a établi ces liens. Je ne vois pas comment cela pourrait fonctionner, car personne ne soutient ces échanges meurtriers avec Israël. Et je pense que c'est en réalité une bénédiction, car j'essaye depuis presque 15 ans d'informer le public américain sur la formation des forces de police par Israël, non seulement à New York, mais aussi dans de petites villes et des villes universitaires à travers les États-Unis, en leur apprenant à traiter les suspects criminels comme s'ils étaient des kamikazes. C'est ainsi que nous commençons à sensibiliser le public américain à la relation spéciale et toxique avec Israël. Et les ennemis de Mamdani le font à notre place. Donc, j'accueille en quelque sorte ce combat. Mais en même temps, il est important de comprendre ce qu'ils essayent de faire. Je pense que les ennemis de Mamdani savent qu'il va gagner et que le lendemain, ils voudront que la police de New York aide à mener un coup d'État contre lui. Le NYPD est comme un État dans l'État. Il est plus grand que la plupart des armées étrangères et il compte de nombreux responsables et agents de base hostiles à Mamdani. Ils veulent donc opposer le NYPD à lui. Il y a aussi la probabilité, que nous avons observée au cours des 2 dernières années, d'incidents d'antisémitisme mis en scène. Il y aura énormément d'incidents fabriqués s'il gagne. Et je serais inquiet à propos de complots terroristes montés de toutes pièces, comme ceux que nous avons vus, surtout sous l'ère Obama, créés par le FBI, où il montait un complot contrôlé impliquant un homme musulman mentalement perturbé, puis effrayait le public en lui faisant croire qu'ISIS ou Al-Qaïda opérait parmi nous, alors que tout cela était entièrement l'œuvre du FBI. Je pense que New York deviendra un théâtre pour ce genre d'intrigue, alors qu'il cherche à faire de Mamdani un exemple, pour s'assurer premièrement que son exemple ne se propage pas à d'autres villes comme Philadelphie, Washington D.C. ou Chicago. Ces villes ont toutes des électorats politiques très similaires. Et deuxièmement, qu'il soit paralysé, qu'il ne puisse pas réellement mettre en œuvre un programme dans lequel il a promis d'arrêter Benjamin Netanyahou s'il vient à New York et de mettre fin aux échanges avec l'armée israélienne. Zohran Mamdani a déjà cédé et maintenu Jessica Tisch, la commissaire du NYPD, qui est une sioniste pro-israélienne convaincue et une ennemie politique à lui. Et je pense que cela s'explique par la crainte d'une sorte de tentative de coup d'État interne après sa victoire.
Vous savez, on lui a demandé sur Fox News ce qu'il ferait si Netanyahou allait à New York et qu'il était le maire. Je trouve incroyable qu'il ne se soit pas défilé. Il a dit, comme vous l'avez mentionné, qu'il allait arrêter Netanyahou. Parce que c'est populaire. C'est de plus en plus populaire aussi à droite. Je veux dire, Steve Bannon, ancien stratège en chef de Trump, vient d'appeler à la destitution de Netanyahou par un coup d'État. Je veux dire, Israël obtient des résultats à un chiffre dans les sondages auprès des démocrates aux États-Unis. Quand on demande aux démocrates dans chaque sondage « Soutenez-vous Israël ?», seuls environ 6 ou 7% répondent oui aujourd'hui. Alors pourquoi Mamdani adopterait-il soudainement une position pro-israélienne? Ouais. Voici un extrait où Steve Bannon discute avec ton influenceuse préférée sur X, Laura Loomer, à propos d'Israël et de la politique au sein du mouvement MAGA. Voici ce qu'ils ont dit. Les gens doivent se rappeler que nous aurions pu faire libérer les otages. Nous aurions pu les faire libérer il y a 2 ans. Mais ce sont les Qataris qui offraient un refuge sûr aux dirigeants du Hamas pour qu'ils ne soient pas tués par les FDI. Ce sont nos alliés, ça? Où sont les corps des otages américains dont on nous avait dit qu'ils seraient remis il y a des semaines lorsque cet accord de paix a été finalisé? Où sont les corps? Nous ne les avons toujours pas. Le Qatar contrôle le Hamas, au bout du compte. C'est un fait. Donc je pense qu'il faut avoir une vraie discussion, Steve, au sein du Parti républicain. Et j'espère qu'au milieu de tout ce syndrome d'obsession anti-Israël que nous voyons chez beaucoup de gens à droite, tu remarques qu'ils ne parlent jamais de l'islam. Tu ne vois jamais ça. Max, je vais te le repasser. Mais le premier objectif, c'est de faire du Qatar, de Doha, un ennemi des États-Unis. En quoi ça va-t-il aider Israël dans la stratégie dont parle Laura Loomer? Tout ce dont elle parle est une tentative de détourner l'attention de la réalité d'Israël et de sa relation privilégiée avec les États-Unis. Le Qatar est une diversion. D'abord parce qu'il ne représente pas un système distinct ou contre-hégémonique comme le fait l'Iran. À bien des égards, il fait partie du même système, Israël et les États-Unis. Mais il joue un rôle d'intermédiaire entre d'autres forces contre-hégémoniques et ce système. La Turquie joue un rôle similaire. Le Qatar injecte également énormément d'argent aux États-Unis, auprès des influenceurs américains, du Parti républicain, mais il ne finance pas nécessairement des causes pro-palestiniennes. Et c'est là le problème. Ce qu'elle essaie de faire, c'est détourner l'attention du fait qu'Israël paye ouvertement $7 000 par publication à certains des influenceurs les plus douteux d'Internet. Le gouvernement israélien canalise ainsi son argent vers des influenceurs sur Instagram, des commentateurs de CNN, et emmène toute personnalité publique possible en voyage de propagande en Israël, afin de les rallier à sa cause. Tout cela n'est donc qu'une diversion, tout comme l'idée selon laquelle le Qatar serait une sorte d'ennemi des États-Unis. Et franchement, cela m'est égal si les partisans de Laura Loomer poussent le Qatar à retirer son programme d'entraînement des F-16 aux États-Unis. Programme qu'il finance évidemment, car cela ne représente aucune menace pour la sécurité nationale américaine, compte tenu du rôle réel que joue le Qatar dans le monde. Mais je veux aller plus loin que cela et me joindre à Laura Loomer et à toutes les forces anti-Qatar, néoconservatrices et likoudniks, pour demander aux États-Unis de retirer leur base aérienne d'Al-Udeid du Qatar. Mettons simplement fin à cette relation-là, tout de suite. Retirons la plus grande base aérienne américaine du Moyen-Orient, celle qu'ils utilisent pour attaquer des civils et des pays dans toute la région, qui a été en quelque sorte la tête du serpent dans l'assaut américain contre l'Iran
et a contribué à approvisionner les forces génocidaires d'Israël, réapprovisionnant en quelque sorte les wagons vers Auschwitz. Laura Loomer appellera-t-elle au retrait des États-Unis de la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar? Parce que j'aimerais vraiment voir cela, et je le soutiendrai totalement. Et tous les Américains épris de paix en feraient autant. Oui, il semble que Steve Bannon ait suggéré dans cette interview que le fait de destituer Benjamin Netanyahu changerait d'une certaine manière le ton ou la politique en Israël. Voici ce qu'il a dit. Merci. Nous parlerons de la menace de l'islam, Steve. Ils doivent arrêter d'être aussi obsédés par Israël et par les Juifs. Tu sais, ce ne sont pas les Israéliens qui vont commettre un autre 11 septembre, ici, dans notre pays. Non. Attendez une seconde. Si Netanyahou et les Juifs, attendez. Si le gouvernement israélien avait été honnête avec nous, vous n'auriez pas eu ce problème. Ce sont des menteurs. Ils ont menti effrontément, ils ont donné de mauvaises informations. Donc je ne vais pas laisser passer ça sans réagir. C'est juste des conneries. Mais je ne suis pas là en train de défendre Netanyahou. Ce que je demande, c'est que chacun d'eux consacre 5% de son temps. Attendez. Vous dites syndrome de dérangement israélien. Ce n'est pas un syndrome de dérangement israélien, je n'ai certainement pas ça. Ce dont je parle, c'est du projet du Grand Israël. Cela n'a jamais été examiné. Aucune diligence raisonnable n'a été effectuée. Le peuple américain n'a jamais donné son accord. L'administration Trump n'a jamais donné son accord. C'est la responsabilité de Netanyahou. Nous avons besoin d'un changement de régime à Jérusalem, et nous en avons besoin ce soir, d'accord? Tout ce qui sort du gouvernement de Netanyahou est un mensonge pur et simple. D'accord? Est-ce que cela va résoudre le problème que les États-Unis ont avec Israël? Eh bien, évidemment, les figures du mouvement MAGA, et probablement Donald Trump lui-même, détestent Netanyahou. Tout le monde le déteste. Charlie Kirk le déteste. Tous ceux qui ont eu affaire à lui le détestent. Il est manipulateur, c'est un tyran, un voyou, et il obtient ce qu'il veut d'un pays dont l'établissement politique et financier est largement sous son contrôle. C'est pourquoi nous voyons le cessez-le-feu s'effondrer à Gaza. Parce qu'il n'y a aucune pression que Trump puisse ou veuille exercer sur Netanyahou ou sur Israël. Mais bien sûr, cela ne résoudra pas le problème. Le problème, c'est le sionisme. Le problème, c'est ce système ethno-suprémaciste qui exige un état de guerre permanent et une occupation sans fin afin de maintenir son caractère colonial de peuplement. Et il ne peut pas consolider sa mainmise sur le Grand Israël en raison de la résistance. La résistance indigène est celle de cet axe qui s'étend de l'Iran au Yémen. Il est donc constamment en guerre. Il est maintenant en guerre à l'intérieur des États-Unis, et Laura Loomer est l'une de ses combattantes. Voilà le problème. Il sera encore en guerre après Netanyahou, mais le départ de Netanyahou affaiblira considérablement Israël. Il n'a pas vraiment de figure comme Netanyahou capable de prendre sa place. Il est en réalité largement détesté en Israël, mais il bénéficie de plus de soutien que toute autre personnalité israélienne. Ainsi, si quelqu'un comme Yair Lapid arrive au pouvoir, il sera un premier ministre faible qui devra s'appuyer sur un important soutien de la droite. Ce sera essentiellement une sorte de gouvernement de coalition à large spectre, et il devra probablement partager le pouvoir avec quelqu'un comme Naftali Bennett, issu du Likoud, qui a fait ses débuts sous la direction de Netanyahou au sein du parti et qui est un fervent partisan de l'entreprise de colonisation. Yair Lapid et Netanyahou sont totalement sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la guerre contre l'Iran et la manipulation des États-Unis pour les entraîner dans ce conflit. Il n'y a littéralement aucune différence entre Netanyahou et n'importe quelle figure de l'opposition israélienne sur les questions clés de l'apartheid, de l'occupation, de la guerre contre l'Iran ou de la tromperie
et de la manipulation du public américain. La différence réside dans le ton et le niveau de talent. Et personne n'a le talent ni l'expérience que Netanyahou a acquis dans la gestion de la relation avec les États-Unis, ce qui revient en réalité à gérer les États-Unis. Max, que penses-tu de l'annexion de la Cisjordanie de Donald Trump et de son administration? Il a envoyé J.D. Vance en Israël, puis Rubio. Il parle de ne pas annexer la Cisjordanie à Israël. Mais cet accord est sorti en hébreu. Il a donné une interview où on lui a demandé ce qu'il pensait des propos de Donald Trump. Il a répondu « Nous sommes une nation indépendante, donc nous allons décider de notre propre avenir. » Comment vois-tu ces différences entre les deux administrations? Eh bien, J.D. Vance n'a pas été le premier responsable américain à être humilié lors d'une visite en Israël, lorsque la Knesset a voté l'annexion de la Cisjordanie. Je veux dire, c'était une tentative délibérée de l'humilier. Cela s'est produit sous Obama, et cela s'est produit sous des présidents précédents. Ils savent que, même si J.D. Vance a répliqué verbalement en disant que c'était étrange et insensé de leur part de faire cela, c'est à peu près tout ce qu'ils obtiendront. La situation réelle ne pourrait pas être plus claire. Le public israélien juif, la Knesset, l'État soi-disant juif et démocratique d'Israël, qui est juif envers les Arabes et démocratique envers les Juifs, veut annexer la Cisjordanie, formaliser son système d'apartheid, puis commencer à nettoyer ethniquement les Palestiniens de la Cisjordanie, en éliminant complètement l'autorité palestinienne de Vichy, basée à Ramallah. D'une certaine manière, cela serait bienvenu, car nous traiterions alors avec Israël tel qu'il est réellement en Cisjordanie. L'existence de l'autorité palestinienne empêche la soi-disant communauté internationale de reconnaître qu'Israël maintient un système d'apartheid en Cisjordanie. Elle crée la façade d'une gouvernance palestinienne, d'un État palestinien de facto, alors qu'il n'en existe pas. Et la paix collabore directement avec l'armée israélienne. Bien sûr, la suppression de la paix plongerait dans la misère plus d'1 million de personnes vivant dans les villes palestiniennes de la zone A. C'est la direction qu'Israël prend. Mais les soi-disant gardiens de l'establishment militaire et du renseignement israélien savent que formaliser l'apartheid par l'annexion de la Cisjordanie serait une pilule empoisonnée et accélérerait le déclin d'Israël sur la scène mondiale, surtout à mesure que les puissances européennes reconnaissent l'État palestinien. Ce qu'ils cherchent à faire, c'est exactement ce qu'ils font déjà. Annexer la Cisjordanie sans l'annexer officiellement. Cela signifie donner aux colons des véhicules tout-terrain Polaris pour qu'ils puissent atteindre n'importe quel point de la Cisjordanie dans les collines afin de terroriser les bergers, tuer leurs troupeaux, brûler leurs oliveraies et envoyer l'armée escorter les colons pendant qu'ils commettent des actes de terreur. Les vidéos que nous avons vues cette semaine, montrant des Palestiniens âgés récoltant leurs olives dans tout le sud des collines d'Hébron ou au nord de Ramallah, dans des zones rurales, et se faisant terroriser, sont nombreuses. C'est une tentative de nettoyage ethnique des zones B et C, les zones rurales et les soi-disant zones mixtes de Cisjordanie, afin de déplacer tout le monde vers la zone A, qui se compose de villes murées, en réalité des cantons. La Cisjordanie est déjà en cours d'annexion, mais sans que cela soit formellement déclaré, pour éviter le coût politique qu'Israël aurait à payer. En 2024, sous Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité, les colons ont été en pratique assermentés et dotés d'uniformes de l'armée israélienne et de fusils M4 pour terroriser les agriculteurs et les communautés rurales palestiniennes. Nous assistons maintenant à une escalade. La Cisjordanie, est-ce la guerre? En réalité, c'est une guerre contre tous les Palestiniens de Cisjordanie, et les médias occidentaux n'en parlent presque pas.
Tom Barak, l'ambassadeur des États-Unis en Turquie, a adressé ce qu'il a qualifié d'avertissement final au gouvernement libanais. S'il ne désarme pas le Hezbollah, Israël le fera par la force. Oui. La dernière fois que j'ai vu Israël combattre le Hezbollah dans le sud du Liban, ce n'était pas le cas. Qu'est-ce qui a changé? La situation a évolué depuis. Eh bien, Israël mène une guerre entre les guerres. Il met en œuvre sa soi-disant stratégie de tonte de la pelouse dans le sud du Liban. Il attaque même des usines de béton et toute infrastructure pouvant servir à la reconstruction. Il veut maintenir la population dans un état de peur et de misère. Mais il n'a pas affaibli la capacité du Hezbollah, à travers ses forces Radwan, à tenir tête en face à face à l'infanterie ou aux chars israéliens. Il n'y a aucune preuve de cela. Ce qu'Israël a réussi à faire en 2024, c'est à réduire la capacité de missiles du Hezbollah. Mais le Hezbollah a tout de même pu frapper des villes israéliennes. Par exemple, l'opération de Binyamina a touché des bases militaires israéliennes avec des drones et causé de graves pertes. Ainsi, Israël, à ce stade, la société israélienne, est quelque peu épuisée par le génocide de 2 ans. En ce qui concerne Gaza, je ne pense pas qu'ils veuillent un front nord. Les habitants du nord d'Israël viennent tout juste de revenir, et ces menaces de Tom Barak semblent creuses. Il menace d'utiliser Israël en tant qu'Américain. En tant que diplomate américain, il menace une population d'un pays qu'il n'est censé ni diriger ni représenter, ce qui révèle en réalité son véritable rôle. Et je ne pense pas que le Hezbollah soit intimidé, surtout alors qu'une nouvelle génération émerge dans ses rangs. Ceux qui sont intimidés, c'est le gouvernement fantoche du Liban à Beyrouth. Ils ne seront pas capables de désarmer le Hezbollah eux-mêmes. Regardez ce qui s'est passé la dernière fois, quand Rafik Hariri et son Parti du futur ont essayé de le faire. Ils ont été anéantis dans les rues. Nous allons donc voir cette situation évoluer avec le temps, Israël continuant à appliquer sa stratégie dite de tonte de la pelouse. Et c'est exactement ce qu'il fait à Gaza. Et il a déclaré, le chef d'état-major israélien, Eyal Zamir, qu'Israël vise à atteindre ce point avec l'Iran, où il pourrait bombarder en continu l'Iran chaque fois que celui-ci chercherait à reconstruire sa capacité de missiles balistiques ou à reconstituer son stock nucléaire. Je doute fortement qu'il puisse un jour atteindre ce niveau avec un pays aussi puissant que l'Iran. Mais c'est leur objectif. Nous sommes donc dans une sorte d'état de guerre permanent jusqu'à ce qu'une administration américaine mette le holà, cesse de jouer à ce jeu et reconnaisse que le Hezbollah fait réellement partie de la société libanaise, que le Hamas fait réellement partie de la société palestinienne et qu'il dispose d'une véritable base populaire, et qu'on ne peut pas continuer à massacrer et terroriser des civils avec cette illusion de les éradiquer. Pour conclure, Max, il se passe quelque chose avec Obama. Il est allé à Londres 2 ou 3 fois récemment, et il parle de nouvelles formes de journalisme avec des contraintes réglementaires gouvernementales. Et voici ce qu'il a dit. Parce que c'est lié à ce que tu fais, à ce que je fais, à ce que tout le monde fait sur YouTube. C'est important pour nous tous. It's important for us, for all of us. Ce que nous devons faire, c'est commencer à expérimenter de nouvelles formes de journalisme et trouver comment utiliser les réseaux sociaux de manière à réaffirmer les faits et à distinguer les faits des opinions. Nous voulons une diversité d'opinions. Nous ne voulons pas une diversité de faits. C'est, je pense, l'une des grandes missions des réseaux sociaux. D'ailleurs, cela nécessitera une certaine intervention du gouvernement, certaines contraintes réglementaires,
concernant ces modèles économiques, d'une manière compatible avec le premier amendement, mais qui reconnaît aussi qu'il y a une différence entre des plateformes qui se contentent d'héberger du contenu et un modèle économique qui met en avant les voies les plus haineuses, les plus polarisantes ou les plus dangereuses. Dangereuses dans le sens où elles incitent à la violence. Et cela, je pense, sera un grand défi pour nous tous. That I think is going to be a big challenge for all of us that we're going to have to undertake. Apprend-il quelque chose de nouveau des Européens? Eh bien oui, c'est clairement un modèle déjà utilisé en Europe et au Royaume-Uni, où l'on voit des gens se faire arrêter. Une médecin du NHS arrêtée pour un discours qu'elle a prononcé contre le génocide d'Israël. Mon collègue Kit Klarenberg, détenu par la police antiterroriste pour son travail journalistique. Il ne serait pas le seul à qui cela est arrivé. C'est une manière d'éroder le premier amendement et d'adopter le modèle européen afin que le gouvernement puisse déterminer ce que sont les faits et au moins restreindre dans l'ombre les influenceurs et journalistes en ligne qui ne promeuvent pas ce qu'ils considèrent comme le consensus. Depuis sa création, la Fondation Obama engrange de l'argent provenant de fondations de milliardaires qui souhaitent réguler la liberté d'expression afin de faire avancer leur propre programme. On pourrait l'appeler un programme libéral, mais il représente une forme particulière et singulière de libéralisme qui est illibérale, une forme dans laquelle une intelligentsia autoproclamée de néolibéraux, en quelque sorte des néolibéraux d'esprit transatlantique, favorables à la guerre et attachés à l'hégémonie américaine, se réserve le droit de définir ce qu'est la réalité. Leur idéologie, c'est la réalité. Et nous avons vu ce qu'ils ont fait pendant l'épisode du Covid, lorsqu'ils ont décidé qu'il y aurait une réponse à une pandémie qu'ils avaient déclarée, dans laquelle tout le monde serait contraint de se faire vacciner sous peine de perdre son emploi, de ne pas pouvoir entrer dans les restaurants ou les lieux publics, et même les enfants de 3 ans devraient porter un masque. Et lorsque les données scientifiques ne correspondaient pas, par exemple, lorsque de nouvelles vagues de Covid continuaient d'infecter la population, ils ont simplement banni tout le monde de Twitter X parce qu'ils contrôlaient Twitter X. Ils ont aussi banni des gens de Facebook. L'administration Biden a été exposée pour avoir appelé les dirigeants des réseaux sociaux afin de leur dire quel compte bannir, au motif qu'ils remettaient en question la soi-disant science, ce qui est en réalité un code pour désigner le consensus. Au Grey Zone, nous avons été confrontés à la censure et à la répression, et nous avons reçu des avertissements sur YouTube pour avoir remis en question le consensus en matière de politique étrangère. Un consensus auquel, selon moi, la plupart des Américains n'adhèrent pas réellement. Mais nous remettons en cause les soi-disant experts. Ainsi, lorsque Obama parle de faits, il fait référence à des experts pro-guerre, soutenus par des milliardaires et liés à l'Atlantique, qui fabriquent artificiellement un consensus. Et lorsqu'il dit qu'il faut respecter le premier amendement, mais que le gouvernement doit réguler ses voix, cela signifie qu'il y aura des politiques de discours de haine mises en œuvre par le gouvernement. Le gouvernement contrôle l'algorithme, et ces voix pourront techniquement s'exprimer, mais personne ne pourra les entendre. Ainsi, ils ne pourront pas se plaindre que leurs droits garantis par le premier amendement ont été violés. Et après tout, nous parlons tous dans des espaces privés appartenant à des entreprises. Toi et moi, en ce moment, nous parlons sur YouTube, qui est contrôlé par Google, un sous-traitant de l'industrie de l'armement, qui applique bon nombre de ses politiques de modération. Nos vidéos sont fortement censurées sur The Grey Zone. Obama parle de formaliser cela en tant que politique gouvernementale. Et pourquoi veut-il le faire? Obama est le plus efficace, même si, lors de cet événement, on peut voir qu'il n'est pas très articulé, ni très convaincant lorsqu'il ne se tient pas devant 2 téléprompteurs,
mais il reste la voix la plus respectée de l'establishment transatlantique aujourd'hui. Il a évité bon nombre des scandales dans lesquels ses autres collègues se sont empêtrés. Ce qu'il propose, c'est d'imposer un nouveau système visant essentiellement à empêcher la droite de reprendre le pouvoir. Ce qu'Elon Musk a fait avec Twitter, ou X, représente le pire cauchemar pour ceux qui veulent instaurer un autre système de contrôle. Mais il faut aussi reconnaître que, si vous avez participé sur X sous la direction d'Elon Musk, je pense qu'Elon a mis en place un mécanisme de contrôle encore plus sophistiqué, dissimulé sous le prétexte de la liberté d'expression. L'algorithme a clairement été modifié ces dernières semaines pour amplifier les voix sionistes et réduire au silence celles comme la nôtre. Tant que nous serons prisonniers de ces plateformes de médias sociaux détenues par des milliardaires, il y aura toujours de la censure. Ce ne sera jamais transparent. Mais ce qu'Obama propose, c'est un contrôle gouvernemental encore plus direct, le mécanisme de censure. Merci beaucoup, Max. C'est toujours un grand plaisir de t'avoir parmi nous. Merci beaucoup, Nima Al-Khorshid. Ravi d'être avec vous. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Toi.